Bon, bah, bonjour, virtuellement bonjour, et aux quelques personnes présentes dans la salle que je remercie tout particulièrement. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour le troisième cours de cette année sur les cellules immunitaires du cerveau, origine, fonction et implication dans les maladies neurodégénératives. Et aujourd'hui, vraiment, ce cours numéro 3 va commencer à s'attaquer aux fonctions de ces cellules immunitaires du cerveau, en particulier des microglies. On va revenir là-dessus. Et donc, c'est un cours qui sera prolongé la semaine prochaine, le 17 mai, par la deuxième partie du cours. On verra les fonctions donc, pendant ces deux cours. Alors, finalement, les fonctions de ces cellules immunitaires ont considérablement évolué au cours des 20 dernières années dans les informations qu'on a sur ces fonctions, notre conception et l'idée qu'on se fait du rôle de ces cellules, et en particulier de ces cellules qui sont représentées ici, qui sont les microglies, les macrophages résidents du cerveau, qui participent, comme c'est dans le titre, au nettoyage tissulaire, à la régulation des synapses, ce qu'on va voir aujourd'hui, mais aussi à la perception de l'activité électrique et à sa régulation, avec des rôles particuliers dans le développement et d'interaction avec toutes les cellules du cerveau, ce qu'on verra aussi la semaine prochaine. Alors, je vais commencer par un petit résumé de où on en est un petit peu dans l'état des cours sur ces cellules, ce qu'on a vu. Donc, les microglies, qu'est-ce que c'est? C'est les cellules gliales, les macrophages du système nerveux central, cerveau et moelle épinière, mais ce cours est vraiment focalisé sur le cerveau. Ce sont des phagocytes qui sont capables d'éliminer, de manger des débris cellulaires, des cellules mortes et des microbes. Elles sont impliquées dans la réponse immunitaire. Ce sont les premiers gardiens du cerveau en termes de réponse immunitaire. Ce sont des cellules du système immunitaire. Elles forment 10 à 15% des cellules du cerveau, donc quand même une population relativement importante. Elles sont distribuées chez l'adulte de manière assez homogène et elles ont une capacité de transformation. On sait qu'en cas d'infection, de pathologie, de neurodégénération, elles sont capables de se transformer pour effectuer des fonctions diverses et variées. Ces cellules immunitaires sont donc présentes dans le cerveau et elles sont derrière ce que l'on appelle la barrière hémato-encéphalique qui, en conditions physiologiques, sépare le cerveau de la circulation sanguine et des cellules immunitaires circulantes que celles-ci drainent. Cette barrière n'est pas fixe et régulée, et il n'existe pas que les microglies dans le système nerveux central comme on l'a vu au cours précédent, mais aussi d'autres populations de macrophages qui sont à la périphérie du cerveau, qu'on appelle collectivement les border associated macrophages. Et autour du cerveau, on a aussi des vaisseaux lymphatiques, des cellules immunitaires dans les méninges qui sont capables d'influer sur le cerveau. Et en conditions pathologiques ou dans certaines conditions particulières, les cellules immunitaires circulantes peuvent rentrer dans le cerveau. Ce qu'on a vu la semaine dernière aussi, c'est qu'en fait, ces microglies ont une origine très précoce. Elles sont générées dans l'embryon, dans le sac vitellin, colonisent le cerveau dès les premiers stades de la vie embryonnaire et donc rentrent dans le cerveau alors que les premiers neurones sont générés chez le fœtus. Et en fait, le développement de ces cellules immunitaires du cerveau se fait vraiment en symbiose avec le tissu neural, le tissu cérébral, avec des facteurs ou une identité qui est régulée en partie par l'origine de ces cellules prénatales embryonnaires, mais influencée par toute une série de signaux présents dans l'environnement local du cerveau au cours de toutes les étapes de la vie, des signaux qui vont agir de manière aiguë, mais qui vont aussi influer sur la programmation épigénétique de ces cellules. Donc, des événements qui se passent à des moments précoces peuvent avoir un impact sur les propriétés cellulaires des microglies tout au long de la vie. On a aussi vu en fait que si ces cellules forment une population relativement homogène chez l'adulte, en fait, elles peuvent être hétérogènes dans différentes circonstances. D'une part, au cours du vieillissement, où l'on voit des propriétés ou des identités cellulaires un petit peu différentes émerger,
Dans un contexte de pathologie, comme je l'ai mentionné, les cellules peuvent se transformer et ça s'accompagne là aussi par une grande hétérogénéité cellulaire et de manière finalement un peu plus surprenante pendant le développement, où on a une localisation des états cellulaires qui sont hétérogènes dans la population microgliale. On a aussi vu finalement que tous ces signaux et toutes ces propriétés étaient sous le contrôle de l'environnement local, mais aussi intégraient des signaux venant du corps, comme par exemple l'identité sexuelle, ou des signaux provenant ou étant régulés par l'environnement dans lequel est situé ce corps, microbiote, pathogène, environnement. Donc des cellules qui se situent à l'interface entre les circuits cérébraux, le cerveau, les neurones, tout au long de la vie, qui peuvent intégrer des signaux qui viennent du corps, mais aussi de l'extérieur de l'environnement dans lequel est ce corps. Dans l'embryon, ça va être l'environnement maternel ou l'environnement dans lequel est la mère, et puis ensuite l'environnement dans lequel est l'individu, avec des états un petit peu différents qui peuvent être donc modulés par tous ces paramètres. Et donc en fait, la question qui vient par la suite, c'est finalement que font ces cellules on va dire, en conditions physiologiques normales, et qu'est-ce qu'elles font en conditions pathologiques, ce qu'on commencera à voir vraiment dans les deux derniers cours. Alors, on sait depuis longtemps que les microglies participent ou contribuent en tout cas à plusieurs types de pathologies, mais il y a vraiment eu un lien émergent fort entre microglies et comportement à partir d'une série d'études qui ont été réalisées par le laboratoire de Mario Capecchi, on va dire au début des années 2000, où ils ont montré en fait qu'une mutation dans un gène particulier qui est un gène OX, le gène OXB8 chez la souris, induisait des défauts comportementaux majeurs chez les animaux, chez les souris mutantes, c'est-à-dire des comportements obsessifs compulsifs de stéréotypie motrice où l'animal se gratte et finit même par se blesser, s'enlever toute la pelure. Et ce comportement qui porte des caractéristiques tout à fait, on va dire, réminiscentes de pathologies humaines comme les troubles obsessionnels compulsifs, cette pathologie, ils ont montré qu'en fait, elle était liée à une population de cellules hématopoïétiques dans le cerveau, probablement les microglies. Donc un premier lien fort entre finalement dérégulation, altération des microglies de ces cellules immunitaires du cerveau et directement troubles comportementaux chez l'animal. Et en parallèle donc, des études où vraiment les gens regardaient ce que ces cellules faisaient à l'échelle cellulaire, on a commencé à s'intéresser à la fonction plus large de ces cellules. Alors aujourd'hui, on va vraiment aborder, on va dire, les fonctions canoniques, classiques des microglies, notamment dans un contexte physiologique relativement normal. Donc on va regarder d'abord, on va commencer à comparer ces microglies avec tout ce que l'on sait, et on en a déjà un petit peu parlé, des autres macrophages et de leurs fonctions immunitaires ou non. On va ensuite s'intéresser au rôle des microglies dans la régulation du nombre des cellules, neurones et cellules non neuronales, c'est-à-dire cellules gliales. Et enfin, comment les microglies régulent l'élagage, c'est-à-dire l'élimination ou l'élimination de synapses, ou la formation de synapses, encore une fois, synapses qui sont ces points de contact entre deux neurones qui vont permettre la communication de l'influx nerveux. Et on verra la semaine prochaine le dialogue entre les microglies et l'activité neuronale. On s'attardera sur les cas particuliers du développement et du vieillissement pour essayer de voir si on peut relier ces états microgliaux hétérogènes à des fonctions particulières. Est-ce qu'il y a des fonctions particulières pendant ces périodes où les microglies sont hétérogènes et peut-on faire un lien, on va dire, état-fonction? Et enfin, on regardera un exemple particulier d'interaction avec les cellules gliales, notamment dans le contexte de la myélinisation, c'est-à-dire la formation de la gaine de myéline, qui est une gaine située autour des nerfs et qui permet d'accélérer la propagation, la circulation de l'influx nerveux.
Donc aujourd'hui, vraiment, on s'intéressera à ces 3 fonctions canoniques et on verra ces 3 autres fonctions la semaine prochaine. Donc les microglies, des macrophages comme les autres, c'est-à-dire des cellules immunitaires qui sont présentes dans le tissu neural, qu'ils tapissent et qui sont vraiment les gardiennes immunitaires du cerveau. En cas d'infection, d'inflammation, de lésion du tissu, ces cellules répondent de manière rapide, d'une part en phagocytant, c'est-à-dire en éliminant les débris cellulaires, les microbes responsables de l'infection ou des cellules apoptotiques ou nécrotiques, c'est-à-dire en train de mourir. Et elles sont également responsables, et on le verra, de la production de tout un tas de signaux sécrétés et d'interactions avec l'environnement qui, d'une part, vont permettre de rétablir l'homéostasie, l'équilibre du tissu, appeler la cavalerie, c'est-à-dire d'autres cellules du système immunitaire, et ça on ne le verra pas vraiment aujourd'hui, et de produire des signaux inflammatoires qui vont permettre de stabiliser et d'adapter la réponse à l'infection ou l'inflammation. Alors un exemple que l'on peut voir ici, ces cellules scannent, surveillent en permanence l'environnement avec leur prolongement. C'est un film qui a été réalisé par imagerie biphotonique dans le cerveau, dans le cortex en développement. Et le petit carré lumineux que vous voyez apparaître est en fait une lésion faite au laser où on voit que très rapidement, les prolongements de ces cellules microgliales se dirigent vers l'endroit de la lésion et vont agir. Donc ce sont des senseurs, c'est-à-dire des senseurs avec un S, des cellules capables de sentir les signaux et d'y répondre extrêmement rapidement. Et ça, c'est le cas, bien sûr, de toutes les cellules immunitaires macrophagiques. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On va revenir sur des choses dont on a un petit peu déjà parlé, sur la capacité des macrophages à reconnaître les signaux présents dans l'environnement. Alors, on sait que les macrophages ont toute une série de récepteurs qui s'appellent Pattern Recognition Receptors, ou des récepteurs capables de reconnaître des motifs moléculaires, qui vont reconnaître des motifs invariants, présents par exemple dans les membranes de certaines bactéries. On va avoir aussi des récepteurs qui vont permettre de détecter des signaux qui sont associés à des cellules endommagées, comme par exemple des signaux comme des molécules d'ATP, qui sont la brique élémentaire, on va dire, d'énergie utilisée par les cellules. On a aussi des récepteurs qui vont être capables de reconnaître des ADN double brin, simple brin, des morceaux de mitochondries, des morceaux, des fragments de cellules endommagées, etc., etc. Donc des récepteurs qui peuvent être à la surface ou qui peuvent être aussi intracellulaires et qui globalement vont permettre deux choses. La phagocytose, qui va permettre l'élimination, par exemple, des agents pathogènes, bactéries, virus, toxines, ou l'élimination de débris cellulaires ou de cellules mortes qui vont empêcher d'avoir une réponse inflammatoire trop aiguë. Et puis, en parallèle, on va avoir vraiment une réponse coordonnée qui va permettre à la cellule de sécréter plusieurs facteurs dans l'environnement, des cytokines, notamment des cytokines pro-inflammatoires, comme l'interleukine 1-bêta, le TNF-alpha, tumor necrosis factor alpha, ou plusieurs molécules de la famille des interférons, qui vont à ce moment-là générer une réaction inflammatoire dirigée vers le tissu environnement et les autres éléments du système immunitaire. Et on va avoir aussi production de dérivés réactifs de l'oxygène, comme des ions superoxydes, qui vont permettre d'une part de moduler l'environnement local. Et donc, se pose immédiatement un problème ici, qui est le problème de la reconnaissance, ou la problématique de la reconnaissance. Ces cellules ont une quantité de récepteurs, par exemple ici présent à la membrane, qui est fixe. Or, on peut imaginer que les microbes, les toxines, les éléments divers et variés vont être multiples et que, de manière intéressante, il faudrait avoir un système immunitaire qui soit capable de reconnaître de manière très 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 large et très 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 vaste, finalement, tous les composés
qui font partie du non-soi, qui peuvent être reconnus comme étant des éléments intrusifs ou à éliminer. Et même si ces cellules ont un grand nombre de récepteurs, on va voir qu'il y a des solutions qui ont été trouvées. Alors, un grand nombre de récepteurs, j'en ai parlé un tout petit peu, mais les microglies sont caractérisés par l'expression d'un ensemble de récepteurs et de molécules capables d'interagir avec l'environnement, qui a été baptisé sensome, dont on a ici une cartographie un petit peu difficile à se représenter, mais où on a tout un nombre de récepteurs, des récepteurs dont j'ai parlé précédemment, par exemple le récepteur CSF1R, le récepteur Colony Stimulating Factor, dont les cellules dépendent pour leur survie, mais d'autres types de facteurs, comme par exemple TREM2, dont on reparlera ici, P2Y12, qui est aussi un récepteur dont on reparlera, etc. etc. Donc, toute une collection de récepteurs qui vont caractériser ces cellules et leur permettre de reconnaître des signaux dans l'environnement. Mais comme toutes les cellules macrophagiques ou les cellules de l'immunité innée, il y a aussi un autre processus qui est très utile à ces cellules pour reconnaître d'autres facteurs, et c'est l'opsonisation. Alors, qu'est-ce que c'est l'opsonisation finalement ? C'est la capacité que ces molécules qui sont appelées opsonines, ici des éléments du complément, je reviendrai sur ce que c'est que le complément, ou par exemple ici des anticorps, qui sont en fait capables, eux, de reconnaître des éléments, comme par exemple ici des virus, qui vont être reconnus par des anticorps spécifiques, ou ici des bactéries ou d'autres éléments qui vont être tapissés par ces molécules du complément, sur lesquels je reviendrai. Et finalement, cette espèce d'intermédiaire va ensuite permettre aux macrophages qui ont des récepteurs pour des facteurs du complément, ou ici des récepteurs FC qui vont reconnaître la partie conservée des anticorps, de phagocyter, de reconnaître, d'interagir avec des éléments. Donc cette espèce d'astuce est vraiment extrêmement pratique puisqu'elle permet finalement à ces macrophages résidents de vraiment reconnaître, on va dire, un degré encore plus élevé de molécules, de facteurs présents et capables de phagocyter et de reconnaître. Alors, les anticorps, on comprend bien, on sait qu'on a une grande quantité d'anticorps circulantes qui vont reconnaître des antigènes, des motifs très spécifiques et qui vont être capables donc, de se fixer. Donc là, on a une ouverture vraiment vers un grand nombre, on va dire, d'antigènes. Alors, de ce côté ici, j'ai parlé du complément. Qu'est-ce que le complément ? Alors, le complément, c'est un ensemble de protéines, en partie des enzymes, qui sont présentes dans la circulation sanguine et qui, lorsque la cascade du complément est activée, vont réagir de manière tout à fait régulée. Il ne faut pas que cette cascade soit activée de manière dérégulée, sinon on a des problèmes, et vont permettre, après plusieurs étapes de réaction, d'aboutir à donc l'opsonisation, la couverture de certains éléments et d'autres actions encore. Alors, je vais vous présenter une version extrêmement simpliste du complément, mais qui permet juste d'introduire les éléments nécessaires à comprendre ce qui se passe. Donc, on va avoir un débris bactéries, virus, et le premier élément qui va reconnaître ce débris, ce virus, cette bactérie, va être le composé C1Q du complément, qui, avec deux autres protéines qui ne sont pas représentées ici, est capable finalement de reconnaître un grand nombre de composés. Et le fait que C1Q se fixe sur ces éléments, ça peut être encore une fois des débris cellulaires, va permettre finalement de recruter deux autres membres du complément, C4 et C2, qui vont en fait, il va y avoir une réaction et on va avoir formation à la surface de ce débris ou de cette bactérie d'un complexe C4b-C2b qui forme une enzyme qu'on appelle la C3 convertase. Et la C3 convertase va recruter C3 qu'elle va cliver en deux. On va se retrouver avec un fragment, là encore, à la surface du débris, un autre fragment C3A qui, lui,
va activer par ailleurs une cascade d'inflammation. Et en fait, ces éléments présents à la surface vont permettre deux choses. D'une part, comme je le disais, l'opsonisation, et donc vont pouvoir vraiment promouvoir la phagocytose de tout un tas d'éléments qui vont être recouverts par ces composés du complément. Et par ailleurs, vont permettre de recruter d'autres facteurs du complément qui, eux, vont générer un pore, c'est-à-dire un canal dans, notamment si c'est une bactérie ou un virus, dans ce microbe. Et donc, la formation de ce canal, de ce pore, va conduire à la lyse, c'est-à-dire à la dislocation de la cellule qui aura été ciblée par ce complexe lytique du complément. Donc, le complément permet de faire beaucoup de choses, activer l'inflammation, marquer ou taguer, marquer les composés qui doivent être éliminés par phagocytose, et également permettre l'installation d'un complexe qui va permettre de lyser, donc de détruire certaines cellules. Donc vraiment une voie d'activation qui permet beaucoup de choses, et vous comprenez bien que du coup, cette activation passe par le recrutement de toute une série de facteurs et d'étapes très complexes, parce qu'il ne faut pas que cette cascade soit activée de manière dérégulée. Sinon, ça peut aboutir vraiment à des problèmes d'élimination et d'inflammation qui sont intempestifs. Donc, les composés du complément et la reconnaissance, le marquage par les anticorps va permettre donc une opsonisation de beaucoup de composés et donc permettre une reconnaissance amplifiée et une phagocytose beaucoup plus efficace. Donc ce problème de reconnaissance se pose aussi finalement pour la deuxième voie, qui va être la voie qui conduit à de la sécrétion, puisque finalement, si on a reconnaissance des différents facteurs ici pour aboutir à de la phagocytose, on va pouvoir aussi avoir production ou voies de cascade de signalisation qui vont permettre ensuite de produire ces fameuses cytokines inflammatoires ou d'autres composés sécrétés ou des dérivés réactifs de l'oxygène qui vont contribuer à la réponse. Alors les voies de signalisation, ces voies de signalisation existent en grand nombre, puisqu'en fait, finalement, les différents types de récepteurs vont avoir chacun une voie de signalisation un petit peu différente. Mais je vais juste vous en présenter deux. Un, d'une part, qui est vraiment la voie de signalisation associée au Toll-like receptor, TLR. Ici, ici, on a un récepteur TLR qui reconnaît le lipopolysaccharide, donc le LPS, qui est un composé de la membrane des bactéries gram-négatives, où on a donc une reconnaissance du récepteur, une cascade de signalisation par interaction de composés intracellulaires qui va aboutir ici à l'activation d'un facteur NF-κB, soit tard, soit tôt, et qui va permettre, par régulation de la transcription, l'expression de facteurs impliqués, ici des cytokines inflammatoires et ici les interférons de type 1. Donc des cascades de signalisation qui aboutissent au noyau, régulation transcriptionnelle, transcription des différents composés. Un autre type finalement de voie de signalisation, ce sont ce que l'on appelle les inflammasomes. Alors quel est le principe des inflammasomes? C'est qu'à partir de différents stimuli, et pareil, je ne rentrerai pas dans le détail, on va avoir un assemblage de différentes protéines qui sont présentes ou qui doivent être transcrites, mais qui vont s'assembler, former des composés multiprotéiques dans le cytoplasme et qui vont converger principalement sur l'activation, notamment d'une enzyme qui s'appelle la caspase 1. Et cette enzyme, la caspase 1, va vraiment faire deux choses. D'une part, elle va cliver l'interleukine 1-bêta pour la rendre active. Et donc, l'interleukine 1-bêta est une cytokine inflammatoire majeure, va être produite, relarguée dans l'environnement de la cellule et donc déclencher une réponse inflammatoire. Et l'autre aspect, c'est que cette caspase 1 activée
va réguler l'assemblage, là aussi, d'un pore, et notamment via gacermine D. Donc un pore qui va qui va induire, là encore, la lyse de la cellule, parce qu'en fait, on fait un trou dans la cellule, et une mort cellulaire par un processus que l'on va appeler pyroptose, puisque la cellule, quelque part, se vide de manière inflammatoire. Pyroptose, du coup, c'est tout ce qui induit une réponse inflammatoire. La cellule se vide et meurt. Donc une inflammation et une pyroptose. Donc différents types d'inflammasomes, mais qui passent par des agrégations et qui aboutissent ici à... je suis sur une mauvaise diapo en fait, voilà c'est ça. Et qui aboutissent ici à une inflammation ou à une pyroptose via l'activation de la caspase 1. Alors différents signaux, tout un tas de différents signaux, dérivés des bactéries, de certains champignons, de parasites de virus. On a aussi des signaux dérivés de flux ioniques, de dysfonctionnements mitochondriaux, etc., etc. Et donc on va avoir différents types d'assemblages multiprotéiques qui vont reconnaître certains composés, ou ici par exemple de l'ADN double brin, qui normalement n'est pas présent dans la cellule, dans le noyau, et qui vont tous converger sur l'activation de la caspase 1. Alors un exemple, c'est l'inflammasome dit AIM2, où on a encore une fois différents signaux qui vont aboutir ici à la reconnaissance de cet ADN double brin, qui va conduire à l'assemblage multiprotéique ici via AIM2 de ce qu'on appelle des speckles avec ASC, une formation multiprotéique très très massive, qui conduit à l'activation de la caspase 1, et celle-ci va donc cliver la gacermine D ici pour former un pore qui va induire la mort de la cellule, va cliver ici le précurseur de l'interleukine bêta, qui lui-même ensuite va être produite et déclencher de l'inflammation. Donc on a comme ça des voies un petit peu stéréotypées qui vont permettre de déclencher une inflammation, une lyse, etc. Donc si on résume tout ça, et ça c'est des caractéristiques qui existent finalement chez on va dire, chez tous les macrophages quelque part, c'est une capacité de reconnaissance avec des récepteurs particuliers. Et donc là, on a des récepteurs spécifiques présents sur les microglies, on y reviendra. Mais de toute façon, la capacité d'opsonisation, notamment via le complément, qui permet d'amplifier la capacité des cellules à reconnaître différents composés. Des signaux aussi issus des cellules endommagées, notamment l'ATP, qui est un signal très fort, puisque cette brique élémentaire énergétique n'est normalement pas présente dans le milieu extracellulaire, ou de l'ADN ou de l'ARN, qui lui aussi, normalement, ne circule pas comme ça et est fortement associé à des infections virales en particulier ou à des cellules endommagées. Basant sur cette capacité de reconnaissance, une phagocytose et une signalisation. Et donc en fait, les microglies, qui sont les macrophages résidents du cerveau, sont équipés pour faire tout cela au départ, pour bien sûr reconnaître on va dire, des bactéries pathogènes, défendre le tissu contre des inflammations, des infections ou éliminer les cellules mortes. Alors, ce que je n'ai pas précisé ici, c'est que la phagocytose a des conséquences claires sur les propriétés cellulaires. On a notamment une explosion oxydative, donc là aussi la formation de dérivés réactifs de l'oxygène, et ensuite un retour à un état qui est un petit peu plus anti-inflammatoire. Donc là, on a aussi un équilibre en fait entre la capacité d'inflammation et anti-inflammatoire de ces cellules, dont on verra qu'elle est importante, puisque déréguler cette capacité, cet équilibre peut poser un problème en contexte pathologique, ce qu'on verra dans les cours 5 et 6. Alors comment finalement, pourquoi ces microglies sont capables de réguler le nombre de cellules présentes dans le cerveau? Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, comme je le montrais, quand il y a une lésion, on voit tout de suite ces prolongements qui se dirigent vers la source de la lésion et sont capables de phagocyter, d'éliminer tous les composés présents, les débris cellulaires présents ici. Ce qui a été bien observé aussi en imagerie biphotonique, cette fois-ci
chez l'animal complet éveillé, chez le poisson zèbre notamment, c'est la capacité de ces cellules à vraiment former ces énormes coupes phagocytiques, c'est comme ça qu'on les appelle, ces espèces de grosses bulles que vous voyez ici, où en fait ces microglies qui sont ramifiées vont former ces espèces de protubérances, donc ces coupes phagocytiques, et aller entourer pratiquement une cellule entière, la ramener, et ici, ce que l'on voit, donc la digérer. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ici, la microglie étend, intègre ou ingère cette cellule ici marquée en rouge et la ramène ici dans cette région interne cytoplasmique remplie de phagosomes, de lysosomes, pour quelque part la digérer. Donc, des cellules capables non seulement d'éliminer des débris cellulaires, mais aussi d'aller phagocyter des neurones entiers et en particulier des neurones apoptotiques, c'est-à-dire des neurones qui ont commencé, qui sont entrés dans une voie de mort cellulaire programmée. Donc une élimination de neurones apoptotiques, c'est vraiment quelque chose qui a été bien retrouvé aussi bien chez la souris, chez l'homme que chez le zébrafiche. On va retrouver donc des cellules qui ont toujours cette morphologie ramifiée, mais qui sont capables de produire ces espèces de coupes phagocytiques qui vont vraiment venir enrober, envelopper et ingérer des neurones, ici des neurones qui viennent d'être produits, et régulant ainsi finalement le nombre de neurones présents dans le cerveau à différents âges. Alors cette capacité des microglies à vraiment venir éliminer certains neurones, des débris des cellules en train de mourir, est quelque chose qui a été extrêmement bien décrit et qu'on peut décomposer en différentes étapes. Alors la première étape, c'est une étape, je ne vais pas traduire parce que c'est vraiment des terminologies qu'on utilise, j'espère que vous me pardonnerez cet anglicisme, mais find me, c'est-à-dire trouvez-moi. Donc la cellule apoptotique qui est en train de mourir envoie des signaux pour attirer le prolongement microglial qui va créer ce qu'on appelle une chimioattraction, et on verra quel type de signaux, mais on va retrouver l'ATP, cette brique énergétique de base, et d'autres signaux. Donc elle signale le fait qu'elle est en train de mourir et qu'il faut qu'un prolongement microglial vienne vers elle. Eat me, c'est-à-dire une phase d'interaction, cette fois-ci, et de reconnaissance entre la microglie et la cellule en train de mourir, qui va permettre de vraiment déterminer si la microglie va éliminer cette cellule. Et donc là, on a une phase d'accrochage, donc de reconnaissance que vraiment la microglie doit éliminer, a pour mission d'éliminer cette cellule. Et là, on a d'autres récepteurs qui vont être capables de reconnaître vraiment à la membrane des signaux comme étant des signaux de cellules qui doivent être éliminés. Toute la partie réelle vraiment où la microglie englobe et commence à faire rentrer l'élément dans le cytoplasme, et ensuite vraiment digest me, c'est-à-dire toute l'étape de dégradation où la cellule va rejoindre un phagoliposome et va être dégradée via une augmentation, une acidification du pH, une libération de composés superoxydes et des enzymes comme des catepsines. Et cette dégradation va, de manière assez naturelle, comme je le disais, s'accompagner d'une explosion oxydative parce qu'on a une production de ces composés oxydatifs au moment de la dégradation et de la digestion. Ces différents éléments vont ensuite permettre de fragmenter les cellules qui ont été, ou les éléments qui ont été digérés, et de les présenter à des cellules T pour que ensuite la réaction immunitaire adaptative ait lieu, et puis une réponse anti-inflammatoire qui va permettre de calmer, temporiser le défaut. Alors on va voir les différentes voies qui permettent de réguler ces différentes étapes, en commençant par celle-là,
find me, c'est-à-dire les composés qui permettent l'attraction des différents prolongements microgliaux. Alors, il y en a toute une série et bien évidemment, ce cours ne sera absolument pas exhaustif ni sur les voies de signalisation ni sur les processus, mais on va vraiment reprendre les voies les plus importantes, tant sur le plan physiologique que fonctionnel. Et donc le premier, encore une fois, va être ce couple de récepteurs, donc le ligand CX3CL1 et le récepteur CX3CR1, dont j'ai déjà parlé la semaine dernière et qui permet vraiment, qui est caractéristique ici de l'expression microgliale et des macrophages primitifs en particulier et des deuxièmes vagues après aussi, et qui est capable de répondre à ce ligand. Et alors cette voie est particulière parce que ce ligand, CX3CL1, est présent sous deux formes. Donc une forme qui est attachée à la membrane et qui va signaliser sur le récepteur en face, mais ce ligand transmembranaire, enfin membranaire, peut être clivé par une enzyme qui s'appelle ADAM10 ou 17, les deux enzymes peuvent cliver, et peuvent produire des formes solubles de ce ligand CX3CL1. Donc on va avoir une signalisation à distance par des formes clivées de CX3CL1 qui vont pouvoir signaliser sur les microglies qui expriment ce récepteur CX3CR1. Et alors ce qui est intéressant, c'est que la forme clivée et la forme liée à la membrane vont avoir un effet différent sur l'activation du récepteur. La forme clivée va augmenter la production d'interleukine bêta, donc une réponse inflammatoire. Et lorsque l'on va avoir contact, cette fois-ci, entre les deux composés, donc que le prolongement se rapproche, on va avoir une réaction opposée. Et donc ça va permettre de réguler la réponse, la capacité des microglies à trouver leur cible et ensuite à éliminer soit ces corps apoptotiques, soit ces fragments. Alors au-delà de ce couple fractalkine CX3CL1 et son ligand CX3CR1, vraiment une voie de signalisation absolument majeure pour les microglies et les macrophages, comme on l'a vu aussi, ça va être la capacité de ces cellules à reconnaître l'ATP et un de ses dérivés, l'ADP, donc ATP adénosine triphosphate, via des récepteurs que l'on va appeler purinergiques, et en l'occurrence, les microglies sont caractérisées notamment par l'expression de ce récepteur. Alors, qu'est-ce que la voie purinergique ? La signalisation purinergique, c'est vraiment un ensemble de canaux et surtout de récepteurs qui sont capables de reconnaître et de répondre à des petits composés qui sont soit l'ATP, donc l'adénosine triphosphate, cette brique élémentaire énergétique, soit des dérivés de l'ATP, par exemple l'ADP, où on perd un phosphate, qui peut être converti par cette enzyme, CD39, soit l'AMP, c'est-à-dire monophosphate, on perd encore un phosphate, donc encore une fois cette enzyme CD39, soit une transformation d'AMP en adénosine via cette autre enzyme. Donc on a la panexine 1 qui est un canal qui va permettre de laisser sortir l'ATP, donc on peut produire de l'ATP, l'utiliser comme une voie de signalisation, ou alors l'ATP peut être relargué quand la membrane, les mitochondries sont rompues. Et on va avoir différents types de récepteurs qui vont être capables de répondre, reconnaître différents composés associés. Donc les récepteurs P2X sont des récepteurs ionotropiques, et puis on a les récepteurs P2Y qui sont des récepteurs métabotropiques, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas former un canal mais avoir une voie de transduction, et puis d'autres récepteurs qui vont être capables de reconnaître l'adénosine. Donc, ces différents récepteurs, différentes enzymes qui permettent de passer de l'un à l'autre, etc. P2Y12 est vraiment un récepteur essentiel sur les microglies. Ils expriment aussi P2Y13, d'autres récepteurs P2X qui ont des fonctions eux aussi clés, mais P2Y12 est vraiment essentiel dans la reconnaissance de fragments cellulaires, de débris,
on va dire, de signalisation clé. Par exemple, ce qui a été bien observé en imagerie biphotonique, c'est cette capacité ici des microglies à répondre à une lésion qui peut avoir lieu quand il y a une lésion ou deux lésions. On en fait une première et une deuxième. Les prolongements mitochondriaux sont toujours capables d'aller reconnaître le site de la lésion et vraiment mimé par une pipette qui contient de l'ATP. Et cette réponse peut être bloquée quand on bloque de manière spécifique ou qu'on élimine génétiquement le récepteur P2Y12. Donc la capacité des prolongements microgliaux à aller repérer ou être attirés vers des lésions, des cellules mortes, des fragments, dépend vraiment de l'ATP, l'ADP et de la signalisation P2Y12. Donc après ces signaux Find Me qui vont agir à distance, les différentes voies qui vont permettre finalement une reconnaissance entre la cellule microgliale et les composés qui vont ensuite être aphagocytés. Et là, on va retrouver tout un tas de composés, mais je vais en signaler, enfin, je vais plus particulièrement vous parler de certains. Un qui est la phosphatidylsérine, qui est donc un composé de la membrane plasmique, et j'y reviendrai, et aussi toute une série de récepteurs qui vont reconnaître des opsonines. Donc, des éléments de la famille du complément. Ici, C1Q, C3b dont j'ai parlé, mais aussi d'autres composés ou d'autres lipides qui vont être capables d'être présents dans l'environnement ou qui vont être capables de recouvrir certains composés et qui vont être reconnus par des récepteurs comme MRTK ou le récepteur TREM2, qui vont être capables de reconnaître ces différents fragments, ou le récepteur pour le complément aussi, reconnaître ces différents fragments et engager une réponse phagocytique quand ils vont être confrontés à ces éléments. Alors, pourquoi la phosphatidylsérine et pourquoi est-ce que cette voie est importante? Donc, en fait, quand on considère la bicouche lipidique des membranes, on a en fait une localisation asymétrique des différents composés de la membrane plasmique. Donc ici, c'est l'extérieur et ici, c'est l'intérieur de la membrane plasmique d'une cellule. Et en fait, on se retrouve avec de la phosphatidylsérine qui est principalement localisée à l'intérieur de la cellule. Et donc, c'est vraiment, on va dire, un composé qui n'est détectable qu'à l'intérieur des cellules. Alors, il y a plusieurs enzymes qui sont capables de changer, de réorienter l'organisation de la membrane plasmique. On va retrouver des flipases qui vont être capables donc de réorienter et de faire sortir ou de faire apparaître ces phosphatidylsérines à la surface du tissu, ou alors d'autres enzymes qu'on appelle les scramblase qui vont là être capables de réellement, totalement mélanger les différents types de composés de la membrane plasmique. Et enfin, bien sûr, si la cellule est rompue, brisée, abîmée, on va avoir exposition de l'intérieur de la membrane plasmique vers l'extérieur, qui va être un signal très fort pour les microglies et les macrophages en général. Donc, toute une série de signaux qui vont permettre la reconnaissance d'éléments à éliminer et d'autres éléments aussi qui finalement vont apporter une protection pour ne pas être éliminés, et notamment ici ce composé CD47 et son récepteur en face qui vont vraiment, et l'acide sialique aussi, qui vont vraiment apporter une protection, c'est-à-dire que on va avoir un équilibre entre les signaux qui vont déclencher la phagocytose et des signaux qui vont un petit peu la temporiser. Vous voyez que tous ces signaux sont vraiment des signaux associés à la mort des cellules, l'élimination des cellules, leur opsonisation, etc. Donc des signaux à longue distance, principalement l'ATP, des signaux associés à la mort des cellules, c'est-à-dire exposition de composés présents à l'intérieur de la membrane plasmique ou opsonisation des composés, et une protection. Alors on retrouve la capacité, utilisant les mêmes voies, on retrouve finalement les microglies capables d'éliminer des neurones, ici
la caspase activée marque les neurones apoptotiques, c'est-à-dire engagés dans une voie de programmation de mort cellulaire programmée, qui est en train de se faire phagocyter par une microglie marquée en vert. Donc on a vraiment un grand nombre de cas, d'exemples, où l'on va retrouver des microglies qui sont capables d'étendre des prolongements et de phagocyter des cellules, des corps cellulaires apoptotiques, des débris, dans différentes publications et principalement dans différents systèmes. Donc on retrouve ça dans différentes régions du cerveau, le cervelet, l'hippocampe, l'amygdale. On va retrouver ça à différents stades de développement. On sait qu'on génère plus de neurones que ceux qu'on a à la fin et qu'on va éliminer progressivement ces neurones au cours du développement. On sait aussi qu'au cours du vieillissement, on a élimination mort cellulaire de différents neurones et donc tous ces fragments, tous ces composés sont éliminés au fur et à mesure. Cette élimination, ce rôle des microglies dans la régulation du nombre et l'élimination du nombre de cellules n'est pas restreint aux neurones. On a aussi, par exemple, comme on peut le voir, élimination ici de cellules marquées par ALDH1L1, qui est un marqueur d'astrocytes, qui est une population de cellules gliales, où on va retrouver la capacité des microglies à éliminer et à réguler le nombre des astrocytes présents. Et on verra aussi la semaine prochaine qu'on a une contribution des microglies pour éliminer, réguler certes d'autres cellules gliales, notamment les oligodendrocytes. Alors en fait, finalement, cette capacité d'élimination, de phagocytose, c'est vraiment, on va dire, toujours un rôle de nettoyage. C'est-à-dire les microglies sont capables d'éliminer des cellules qui sont en train de mourir ou des fragments de cellules qui sont mortes ou abîmées ou des pathogènes qui sont présents de manière anormale. Mais ce que l'ensemble de ces études ont montré aussi, c'est finalement, au-delà de cette capacité de nettoyage, de régulation du nombre de cellules, c'est une participation active des microglies. C'est-à-dire, dans le cervelet ici, où l'on voit que les microglies sont capables d'éliminer des cellules qui sont engagées dans une voie de mort cellulaire programmée, si on enlève les microglies, les cellules, ces neurones, ne meurent plus ou meurent moins. Donc pas uniquement une élimination de cellules en train de mourir, mais un rôle des microglies dans l'induction de cette mort et ensuite le nettoyage, on va dire, des cadavres ou des corps cellulaires qui en résultent. Donc un rôle actif en déclenchant la mort. Par ailleurs, ce qu'on a observé aussi, c'est cette capacité ici de microglies dans le cortex en développement d'éliminer des cellules qui sont ici positives pour un marqueur de division et qui sont en fait des jeunes neurones qui viennent juste d'être produits et qui ne sont absolument pas en train de mourir. Donc une capacité d'éliminer quelque part des cellules vivantes. Donc au-delà du nettoyage, finalement, les microglies participent à la régulation du nombre de cellules, soit en induisant de la mort, soit en éliminant des cellules actives. Et donc ça pose une question importante qui est finalement comment est-ce que les microglies surveillent l'état cellulaire? Parce que si elles ne surveillent pas de manière étroite l'état cellulaire, elles vont finir par éliminer des cellules en face qu'elles ne devraient pas éliminer. Et ça, c'est une problématique importante, on le verra, dans le contexte de la neurodégénération, c'est-à-dire comment les cellules, comment les microglies savent exactement qui elles doivent éliminer et qui elles ne doivent pas éliminer. Alors les microglies, on l'a vu, répondent vraiment à des signaux de type purinergique, de différents types, mais il y a d'autres signaux aussi auxquels elles répondent, notamment des signaux qu'on appelle SASP pour signaux sécrétés associés à la sénescence, mais tout ça en anglais. Et alors, je vais juste dire deux mots sur ce que sont que ces signaux et ce que c'est que la sénescence.
Alors la sénescence, c'est un processus cellulaire dans lequel une cellule s'engage, on va dire au bout d'un certain temps. C'est l'équivalent du vieillissement cellulaire. C'est une cellule qui commence à rentrer dans une fin de vie et va commencer à émettre des signaux, d'une part pour émettre des signaux, donc via cette espèce de sécrétome, c'est-à-dire un ensemble de cellules produites, qui vont créer une petite inflammation locale, puisqu'on va retrouver des interleukines pro-inflammatoires, des chémokines, des facteurs de croissance, des protéases, etc., etc. Et ces signaux ont plusieurs buts, mais l'un d'entre eux est de signaler à ces macrophages, à ces cellules immunitaires, qu'elles sont en mauvais état et qu'elles doivent être éliminées. Et donc ces signaux qui vont créer une petite inflammation vont directement attirer les macrophages ou microglies dans le cerveau et vont pouvoir être finalement phagocytés, reconnus comme étant des cellules à éliminer. Et on a une évolution sur la quantité de cellules sénescentes chez le jeune et la quantité de cellules sénescentes au cours du vieillissement qui augmente, avec un rôle progressif des cellules immunitaires qui doit de plus en plus éliminer un grand nombre de cellules sénescentes, un système immunitaire qui peut fatiguer, on y reviendra, et donc une modification du nombre de cellules sénescentes présentes dans les tissus, ce qui va contribuer à une augmentation des signaux inflammatoires présents dans les tissus pendant le vieillissement, et on va le voir, peut contribuer à une dérégulation. Donc les microglies répondent à ces signaux de sénescence, ces signaux inflammatoires, et vont être capables d'agir. La voie de signalisation pure-énergique, bien sûr, je vous l'ai dit, les microglies sont des détecteurs extrêmement fines des niveaux d'ATP et des niveaux d'ADP. Alors, des niveaux qui sont présents, on va dire, dans l'environnement, mais des travaux très récents, fin d'année dernière et cette année, ont vraiment permis de montrer que les microglies sont aussi capables d'établir des jonctions très particulières qui ont été nommées jonctions somatiques au niveau du noyau des cellules des neurones qu'elles surveillent. Ici, où il y a une concentration aiguë donc de ces récepteurs P2Y12 qui sont capables de sentir, enfin de détecter et de répondre l'ATP, avec des récepteurs particuliers situés juste en face à la surface des neurones et une interaction très proche avec des mitochondries et du réticulum endoplasmique. Mitochondries, c'est vraiment, on va dire, la fabrique énergétique des cellules et donc on va dire une capacité de détecter à proximité l'état métabolique de la cellule. Et donc on retrouve les microglies en train d'établir ces jonctions somatiques au niveau du corps cellulaire d'une cellule qui n'est pas en train de mourir, qui va bien a priori, etc., et va pouvoir détecter ainsi, surveiller l'état métabolique et la production d'ATP présente ici à la surface de ces cellules, et ça va permettre donc de lui donner une espèce d'état métabolique et de la cellule qu'elle surveille, et on verra ensuite que cette activité est directement liée aussi à l'activité électrique du neurone. Donc une surveillance, on va dire, une surveillance permanente de la part des microglies, même lorsqu'il n'y a pas a priori de mort ou d'élimination, une surveillance on va dire en tâtant, en établissant ces jonctions somatiques au niveau du soma des neurones qui sont situés à proximité des microglies. Donc au-delà de la surveillance, finalement, comment est-ce que les microglies peuvent participer à la mort? Donc je disais ici, finalement, en phagocytant des neurones qui sont tout de même, qui ne sont pas entrés dans une voie d'apoptose. Et on peut imaginer que si elles sont dans un état métabolique critique, les microglies, par exemple, vont pouvoir les reconnaître comme étant dans cet état et procéder à la phagocytose. Mais dans ce contexte ici, finalement, où si on enlève les microglies, on va se retrouver avec,
on va dire, moins de neurones qui rentrent dans cette voie de mort programmée d'apoptose, comment est-ce que les microglies peuvent agir? Alors, de nombreuses études ont montré que parmi les signaux qu'elles sécrètent, on va avoir des facteurs qui vont être capables d'influer sur la mort ou la survie. Et là, je ne vais pas non plus rentrer dans le détail, mais on a donc des signaux dérivés des composés superoxydes qui vont induire la mort, c'est le cas dans le cervelet. On va se retrouver avec TNF-alpha, donc tumor necrosis factor, qui est aussi capable d'induire la mort neuronale et plein d'autres facteurs pro-inflammatoires. Et par ailleurs, certaines microglies, dans certains contextes, notamment développementaux, on le verra la semaine prochaine, sont capables de produire des facteurs comme IGF-1, Insulin Growth Factor 1, et de promouvoir la survie des neurones ou des cellules qui sont situées juste à côté. Donc finalement, on se retrouve dans un contexte où les microglies, par leur capacité de reconnaissance et aussi vraiment de sensing au sens anglo-saxon, de perception des niveaux d'ATP, de phosphatidylsérine, c'est-à-dire ce composé à l'intérieur des membranes cellulaires, de certains ligands sécrétés ou membranaires comme CX3CL1, de certaines opsonines comme par exemple les composés du complément, vont être capables de produire des facteurs qui vont soit réguler la mort, soit induire la survie de certains neurones, et puis vont aussi induire l'élimination de ces cellules ou des débris et donc contribuer à la mort, à la réduction du nombre de neurones. Mais un autre aspect aussi, c'est que finalement la phagocytose de débris cellulaires, par exemple dans un contexte de lésion ou d'infection, va être nécessaire, cette fois-ci, pour promouvoir la survie du tissu environnant. Donc vous voyez qu'on se retrouve dans une situation où vraiment les microglies, par leurs fonctions cellulaires de base, qui sont des fonctions qu'elles ont héritées de leur capacité de cellules immunitaires, c'est-à-dire de reconnaître des pathogènes, des bactéries, des lésions, et d'agir en conséquence, vont, en fonction du contexte, avoir un effet positif ou négatif, soit via de la phagocytose, soit via de la sécrétion de facteurs, sur la survie ou l'élimination des différents composés. Et donc, ce qui va être très important, ça va être d'explorer, de comprendre justement dans quel contexte ces cellules sont capables d'agir de telle ou telle manière. Donc, au-delà du nombre de cellules, on va voir maintenant que les microglies régulent aussi de manière très importante, pas uniquement le nombre de cellules présentes, mais également le nombre et la formation de ces points de contact entre deux neurones qui permettent la transmission de l'influx nerveux, que sont les synapses. Alors on va revoir ce film, où on voit donc que les cellules microgliales sont capables de vraiment surveiller tout leur environnement. Et finalement, on a vu que les cellules microgliales sont capables de surveiller le corps cellulaire, l'état métabolique des neurones adjacents. Mais ce qui a été bien décrit aussi depuis une dizaine d'années, c'est que les prolongements microgliaux, ici en jaune, sont capables d'effectuer une vraie surveillance des différentes synapses. Alors, je vais juste ici très rapidement vous représenter les composés formant une synapse. Donc, il y a ce qu'on appelle la terminaison présynaptique ici, où un neurone arrive et on va avoir transmission de l'influx nerveux, un potentiel d'action, ce qui va conduire à la libération d'un neurotransmetteur chimique qui peut être le glutamate, on en reparlera, le GABA, l'acétylcholine, la dopamine, l'adrénaline, la noradrénaline, etc. Ces neurotransmetteurs, qui sont en général différents pour chacun des neurones présynaptiques, vont aller se fixer sur des récepteurs situés de l'autre côté de ce qu'on appelle la fente synaptique, sur la terminaison postsynaptique. Et ces récepteurs vont conduire à la transduction du signal et à la transmission de l'influx nerveux, soit par l'ouverture directe de ces récepteurs qui vont former des canaux ioniques, soit, et donc ce seront des récepteurs ionotropiques, soit par activation indirecte de canaux ioniques, et ce seront des récepteurs métabotropiques.
Les astrocytes aussi sont présents à côté, sont capables de réguler vraiment la transmission synaptique. Ces synapses sont souvent présentes dans des contextes excitateurs sur ces petits prolongements ici, que l'on appelle des épines dendritiques. Donc en fait, on a ce petit bouton ici correspond à cette protubérance post-synaptique. Donc ce que vous voyez ici, un neurone qui va faire une protubérance post-synaptique, et ce que l'on ne voit pas, finalement, c'est le neurone présynaptique qui normalement se connecte ici et va transmettre son influx nerveux. Donc on peut suivre morphologiquement ces épines puisqu'elles représentent les endroits où sont situées les synapses. Et ce que l'on peut voir ici en jaune, c'est que vraiment les prolongements microgliaux interagissent directement et fortement avec ces épines et donc les synapses associées, et notamment pendant des périodes de grande plasticité, ici, une période de plasticité dans le cortex visuel, où le cortex visuel va être capable de répondre plus particulièrement soit à l'œil droit, soit à l'œil gauche, et induisant à long terme des perturbations, des modifications qui peuvent être permanentes. Donc cette espèce de surveillance des synapses pendant cette phase de plasticité, on peut l'observer en microscopie confocale, mais on peut aussi l'observer en microscopie électronique, qui est finalement le moyen le plus précis, le plus exact d'aller regarder s'il y a des interactions vraiment entre les cellules au niveau cellulaire. Et donc, on peut le voir ici aussi dans cette étude pionnière de Marie-Ève Tremblay dans le laboratoire d'Anna Majewska. Alors une autre observation finalement, c'est que si on a une interaction très régulée dans le temps entre les prolongements microgliaux et des synapses pendant une phase plastique, cette association est aussi liée à l'activité, et on reviendra là-dessus. Mais alors la vraie question, c'est finalement comment est-ce que cette association, cette reconnaissance, cette surveillance se fait, et est-ce que ça va avoir un impact sur les synapses, et en particulier, par exemple, leur élimination par phagocytose. Et donc, ce qui a été montré ces 10 dernières années, finalement, c'est qu'on retrouve exactement, dans des contextes différents, mais exactement, les mêmes voies de signalisation dans la capacité des microglies à venir interagir, reconnaître, éliminer par phagocytose ou être protégées. La même capacité, donc les mêmes voies de signalisation présentes au niveau, cette fois-ci, non pas des corps cellulaires ou des débris, mais vraiment à l'échelle des synapses, donc chacune des synapses. Par exemple, il a été montré que la voie de signalisation P2Y12, qui est donc sensible, qui permet de reconnaître les signaux dérivés de l'ATP, est requise pour la plasticité dans le cortex visuel, c'est-à-dire cette plasticité dont je vous ai parlé, où la fermeture d'un œil va induire une modification des champs récepteurs associés à l'œil droit ou l'œil gauche, ou les deux. C'est ce que l'on appelle des expériences de déprivation monoculaire, où l'on voit que si, dans un animal qui contrôle, on va avoir une dominance oculaire qui va être nettement changée si on ferme un œil de l'animal, et ces modifications peuvent être définitives, donc une capacité de plasticité très claire. Et si on bloque P2Y12, le récepteur ici, ou si on enlève les microglies, ou si on regarde dans des mutants, on voit que cette plasticité, et l'on retrouve une non-élimination des synapses dans le cortex visuel, est associée à une fonction causée par une fonction microgliale de phagocytose, d'élimination des synapses, qui est contrôlée par ce récepteur. Donc P2Y12, comme dans l'élimination des corps cellulaires, joue un rôle clé. On va retrouver aussi de la même manière la voie fractalkine, CX3CL1, et son récepteur associé dans ces travaux de l'équipe de Cornelius Gross par Rosa Paolicelli, où dans l'hippocampe, on va retrouver cette fois-ci une augmentation du nombre de synapses à certains stades développementaux,
Et on va retrouver donc une augmentation de ce nombre de synapses qui corrèle avec le fait que ces synapses ne sont pas retrouvées à l'intérieur des microglies qui sont situées à proximité des épines et qui les surveillent, les interagissent avec elles de manière régulière. Cette voie de signalisation, on va la retrouver aussi dans des contextes de lésions, où lorsque l'on a une lésion notamment de certaines entrées sensorielles, où on va avoir par exemple chez l'animal une élimination de certaines moustaches qui permettent à l'animal de se repérer dans l'espace. On va avoir ici, on peut marquer ces synapses associées à cette perception sensorielle dans le cortex. Et lorsque l'on a donc une perte de ces moustaches, on va retrouver une diminution drastique des synapses associées à cette entrée sensorielle. Et cette perte de synapses, qui est donc associée à une perte d'entrée sensorielle dans le cortex, est totalement ou pratiquement intégralement, cette fois-ci régulée par la voie CX3-CL1 fractalkine, et notamment par la capacité de cette enzyme ADAM10 à cliver le ligand de manière activité dépendante, c'est-à-dire dans un contexte déprivé, on va avoir une activation différente de cette enzyme. Donc on retrouve exactement les mêmes voies, une voie qui est particulièrement étudiée, qui a été extrêmement bien étudiée, qui joue un rôle important dans l'élimination des synapses, qui est moins reconnue dans l'élimination des corps cellulaires, c'est la cascade du complément. Et le système dans lequel elle a été vraiment bien étudiée sont les travaux du laboratoire de Beth Stevens et de Dory Schaeffer. C'est ce système particulier où l'on va avoir, là encore dans la voie visuelle, ici ce sont les rétines des deux yeux, donc l'œil gauche et l'œil droit. On va avoir dans un premier relais, au niveau d'une structure du cerveau qui s'appelle le thalamus, mais peu importe, on va avoir deux entrées de l'œil gauche et de l'œil droit qui vont aller se retrouver ou former deux territoires différents dans ce premier relais. Et d'avoir des entrées séparées et des entrées qui peuvent être comparées va être très important pour ce que l'on appelle la vision binoculaire, c'est-à-dire voir dans la profondeur. Donc au départ, ces deux entrées de l'œil droit et de l'œil gauche sont chevauchantes et puis au cours du temps, on a un raffinement, une ségrégation entre ces entrées synaptiques de l'œil gauche ici et de l'œil droit, et on a la même chose de l'autre côté. Et donc ce que Beth Stevens et son équipe ont montré, c'est que les microglies participent à la régulation de cet élagage, ce raffinement en fait, des synapses qui va permettre une discrimination entre les entrées de l'œil droit et de l'œil gauche. Et ce qu'ils ont montré de manière ce qu'ils ont montré chez la souris, c'est vraiment le fait que d'une part, les microglies sont capables de phagocyter des éléments synaptiques pendant cette étape de raffinement des entrées, et que d'autre part, ce raffinement était sévèrement perturbé, bloqué, dans des souris mutantes pour le récepteur au complément ou le complément 3 lui-même, et montrant ainsi que finalement cette voie de signalisation était réellement essentielle pour cette élimination. Ce qu'ils ont montré aussi, et que je ne montre pas là, c'est que en fait, les synapses à éliminer sont marquées, taguées, visualisées et signalisées aux microglies par l'expression, l'affichage, l'opsonisation, on peut dire, par un composé du complément. Donc on a un lien entre l'activité électrique, le fait que ces synapses doivent être éliminées et le fait qu'elles sont marquées par le complément, ce qui va les signaliser de manière préférentielle aux microglies qui peuvent ensuite les éliminer. Alors, des travaux plus récents ont aussi finalement ramené en fait la problématique sur d'autres composés, comme par exemple la phosphatidylsérine, donc ce composé qui est présent à l'intérieur des cellules. Et ces travaux, qui datent de l'année dernière, ont vraiment montré que des synapses qui vont ensuite être éliminées
sont marqués de manière spécifique par ce composé, l'annexine 5, qui reconnaît la phosphatidylsérine, et qu'on a donc ce qu'on appelle une exposition de la phosphatidylsérine dans ces synapses qui vont être ensuite ciblées pour l'élimination. Et on retrouve ici in vivo donc des synapses qui vont être plutôt ciblées, affichées pour l'élimination, avec une régulation temporelle du nombre de ces synapses sur lesquelles on peut détecter en fait une exposition de la phosphatidylsérine, une corrélation ou un lien entre leur élimination par les cellules microgliales et aussi une identification des récepteurs plus particulièrement impliqués dans cette voie, qui dans ce contexte, encore une fois, de la voie visuelle, sont vraiment éliminés par le récepteur TREM2, donc phosphatidylsérine et TREM2 en face. Et ça, c'est aussi finalement quelque chose de... On retrouve finalement que les mêmes voies moléculaires sont utilisées, réutilisées, soit à l'échelle d'une cellule, soit à l'échelle d'une synapse, pour vraiment marquer, adresser, signaler cette synapse comme étant à éliminer. Et donc ça veut dire aussi qu'il doit exister dans ces synapses, peut-être plus faibles, plus fragiles ou trop excitables en fait. C'est encore des questions dont on parlera la semaine prochaine. Ça veut dire qu'il existe des enzymes qui vont être capables très localement, dans une synapse, mais pas dans la synapse adjacente, d'exposer, de retourner, de faire face et de présenter ces signaux phosphatidylsérine à la surface. Et ce travail, publié l'année dernière, est aussi intéressant parce qu'il fait un lien entre l'exposition de la phosphatidylsérine et la capacité des synapses à être marquées, taguées par le complément. Donc il est possible qu'on ait un lien aussi entre ces deux cascades qui permettent vraiment de flécher ces synapses à éliminer pour les cellules immunitaires. Alors j'ai parlé d'élimination, de phagocytose de synapses, mais encore une fois, quand on parle de synapses, il y a la partie présynaptique, donc ce qui amène l'information nerveuse, et la partie postsynaptique, ces épines présentes sur les neurones qui vont être finalement l'endroit où la synapse va se former. Donc, élimination de synapses, de quoi est-ce que je parle exactement? En fait, il y a eu un grand débat, voire une controverse sur est-ce que les microglies sont capables d'éliminer la partie présynaptique, la partie postsynaptique, les deux, en fonction de ce qui a été regardé, analysé à l'intérieur de ces cellules phagocytaires. Et en fait, c'est vraiment une étude réalisée, encore une fois, qui a permis de comparer des marquages réalisés en microscopie confocale avec des reconstructions 3D en microscopie électronique et la formation de modèles, qui a vraiment permis d'aller dans le détail, regarder, donc c'est des expériences extrêmement lourdes, mais qui ont permis d'aller vraiment regarder dans le détail ce qui se passe et d'émettre finalement un modèle vers lequel je pense que la plupart des chercheurs acceptent maintenant comme étant relativement cohérent. Donc la première chose, c'est en fait qu'effectivement, les microglies contactent énormément de synapses, sont extrêmement dynamiques, mais qu'en fait, finalement, elles sont capables de uniquement phagocyter des tout petits morceaux, et non pas des gros morceaux ou des grosses synapses, de la partie présynaptique, avec une dynamique qui est un petit peu différente de ce que l'on pensait au départ. Elles viennent surveiller les synapses, vraiment en les entourant, mais la manière dont elles les éliminent est un petit peu différente. C'est un mécanisme que l'on a appelé trogocytose, donc un grignotage plutôt présynaptique qu'autre chose, et une activité un petit peu différente sur la partie postsynaptique qu'on verra par la suite. Donc une élimination des synapses, encore une fois, qui peuvent être marquées par le complément, par différentes voies, par aussi la présence de phosphatidylsérine. Et là aussi, on va retrouver une capacité de marquer ces différentes synapses avec des signaux protecteurs, comme ici CD47, où l'on voit qu'on va retrouver des synapses qui vont être plus particulièrement
éliminés lorsque ces signaux protecteurs ne sont plus présents à la surface des synapses, qui montre qu'il y a un équilibre entre affichage de signaux entre guillemets, qui destinent les synapses à la destruction et de signaux protecteurs qui les empêchent. Donc ce qui est assez remarquable, c'est qu'on retrouve finalement exactement les mêmes voies et qui sont principalement des voies associées avec les fonctions immunitaires de ces cellules. Donc un véritable recyclage des mécanismes cellulaires d'interaction entre ces cellules, les dérivés qu'elles doivent reconnaître, et ici, dans le contexte dans lequel on les regarde, les neurones, leurs voisins cellulaires, qui sont finalement aussi bien au niveau du corps cellulaire que des synapses, en interaction avec ces cellules dans le tissu normal. En particulier, un rôle clé de l'ATP et de la voie P2Y12 sur laquelle on reviendra, phosphatidylsérine et les opsonines. Donc tout ça est principalement orienté vraiment sur la phagocytose et bien sûr, vous imaginez bien que les microglies, encore une fois, sont capables de faire de réaliser d'autres fonctions indépendamment de la phagocytose. Et là encore, on a toute une série d'études, j'en ai choisi quelques-unes, où on peut observer que les microglies peuvent déstabiliser ou aboutir à la réduction, à l'élimination des synapses, pas uniquement en réalisant de la phagocytose, mais aussi en produisant des facteurs soit sécrétés, soit membranaires, avec un récepteur situé à proximité. Et par exemple, dans une partie du système visuel, on va avoir une première phase où les microglies, de manière activité dépendante, vont être capables d'éliminer une partie des épines, notamment par phagocytose. Mais on va avoir à un stade plus tardif une régulation par les microglies du nombre de synapses et l'élimination de certaines synapses. Et cette fois-ci, ça va passer par l'expression, la régulation de certains composés, ici FN14, qui est un récepteur lié au récepteur du TNF-alpha, et TWIC, qui est un facteur, lui aussi, de la famille du TNF, où on va avoir une interaction ligand-récepteur qui va aboutir à la déstabilisation des synapses. Donc là encore, les microglies peuvent éliminer des synapses, mais pas uniquement par phagocytose. Et puis, comme ça serait trop simple tout ça, les microglies peuvent aussi favoriser la formation de synapses. Donc là, encore une fois, les épines présentent les épines qui sont les points de contact des synapses. Et ce qui a été bien montré dans le cortex en développement, c'est qu'à des points réguliers de contact microgliaux, on a relativement systématiquement, cette fois-ci, la formation d'une nouvelle épine, c'est-à-dire d'un composé postsynaptique qui s'accompagne d'une modification du calcium intracellulaire et de la dynamine de l'actine à cet endroit particulier. Donc, les microglies surveillent les synapses, sont capables d'éliminer à partir de cette surveillance, soit par grignotage, certains composés présynaptiques, peuvent favoriser la formation de composés postsynaptiques ou produire des facteurs qui vont déstabiliser les synapses. Et sur cette capacité de promotion des synapses, et notamment de la partie postsynaptique, c'est quelque chose qui n'est pas un cas particulier qu'on va retrouver dans plusieurs systèmes, mais qui fait probablement intervenir dans chacun des systèmes des processus cellulaires et moléculaires un petit peu différents. Donc ici, du contact. Ce papier réalisé par le laboratoire de Wen Biaogan a permis de montrer que les microglies interviennent dans la formation de synapses, notamment la partie postsynaptique, en régulant la production par les microglies d'un facteur qui s'appelle BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, dont on sait qu'il est important pour la régulation des synapses, et qui ont montré que finalement la production de BDNF par les microglies était induite par une phase d'apprentissage moteur. Et que si on enlevait BDNF uniquement dans les microglies,
l'augmentation du nombre de synapses liées à un apprentissage moteur, et là aussi on va retrouver des conséquences comportementales, était donc absolument que la production de BDNF par les microglies était absolument nécessaire. Donc, favoriser la formation de synapses par la production de facteurs prosynaptogéniques. Et enfin, une étude très récente a révélé encore un autre mécanisme très intéressant qui fait intervenir la phagocytose, mais cette fois-ci dans un contexte un petit peu différent. Alors, ces travaux, qui sont issus du laboratoire d'Anna Molowski, cette fois-ci ont montré que des microglies dans l'hippocampe sont capables de promouvoir la formation de synapses en phagocytant la matrice extracellulaire, c'est-à-dire l'ensemble des composés présents dans l'espace extracellulaire, différents composés qui permettent de réguler cette matrice, quelque part en créant de l'espace, en déblayant un petit peu cet espace matriciel pour favoriser la formation d'une nouvelle synapse. Donc là, on se retrouve avec, j'ai envie de dire, une fonction phagocytaire des microglies, mais qui promeut la formation de synapses en déblayant dans l'entourage des synapses des facteurs de la matrice extracellulaire qui pourraient inhiber leur formation. Donc, pour conclure, on a vraiment finalement exactement aussi bien pour le nombre de neurones, leur capacité à faire des synapses, un contexte où on va retrouver les mêmes voies cellulaires pratiquement, la reconnaissance de l'ATP, de la phosphatidylsérine, toujours le récepteur CX3CR1 et son ligand CX3CL1, les obtenus notamment la voie du complément, et qui vont directement agir soit sur la phagocytose, soit sur la sécrétion. Dans le cas des synapses, par exemple, l'élimination via la production de TWIC ou la promotion via la production de BDNF. Et la phagocytose va permettre soit l'élimination de la partie présynaptique via la trogrocytose du grignotage, mais peut aussi permettre la promotion de synapses, notamment en éliminant des composés de la matrice extracellulaire. Donc vous voyez qu'on se retrouve avec des voies très conservées et assez simples, et par contre, à chaque fois, des situations où on va retrouver des microglies qui vont pouvoir agir de manière quasi diamétralement opposée. Et donc la vraie question, qui est vraiment un enjeu énorme dans le domaine et qu'on commence à peine à comprendre, c'est de savoir finalement, en fonction de l'état dans lequel sont ces microglies et en fonction du contexte, comment à partir de ces mêmes voies très conservées, elles vont s'impliquer dans une voie qui va promouvoir la formation de synapses, le maintien, la survie des cellules, ou s'impliquer dans une voie qui va conduire à la dégradation, l'élimination de neurones entiers ou de synapses dont on sait que la dégradation et l'élimination peuvent être associées vraiment à des pathologies neurodégénératives ou au déclin cognitif normal pendant le vieillissement. Alors, je voudrais aussi mettre un petit bémol sur tout ça. Tout ce que je vous ai dit aujourd'hui sur les fonctions des microglies, finalement, concerne aussi bien les microglies que les autres macrophages du cerveau. C'est-à-dire que toutes les expériences qui ont été réalisées chez l'animal ou même chez l'homme, à l'heure actuelle, ne peuvent pas permettre de dissocier ces deux populations. Alors, les microglies sont largement plus nombreuses, on va dire, en densité, et puis sont directement en contact avec les neurones et avec les synapses, mais pour l'instant, il est très difficile de dissocier la fonction ou des fonctions spécifiques que pourraient avoir des microglies par rapport à ces macrophages qui peuvent être présents dans d'autres régions, associés au vaisseau sanguin, dans le choroïde plexus, situés autour du cerveau dans les méninges, donc ces macrophages qu'on appelle les BAM.
Et donc, il faut garder cela à l'esprit. Et en ce moment, il y a différents outils qui sont en train d'être générés. Et là, c'est un exemple, c'est des souris, des modèles génétiques réalisés notamment par le laboratoire de Stefan Jung, qui était déjà un pionnier dans la réalisation de cette lignée de souris CX3CR1 qui permet de marquer les microglies et qui est directement associé à la capacité d'interaction de ces microglies avec leur environnement, et qui, donc, en combinaison avec d'autres gènes, permet, en utilisant ce que l'on appelle des cré-recombinases qui sont coupées en deux. Donc, cette cré-recombinase, on a un morceau produit par ce locus et un autre morceau produit par ce locus. Chacun est inefficace, et lorsque les deux fragments sont présents, on a formation de cette cré-recombinase, et donc on peut avoir un marquage des cellules. Et ici, ce gène est spécifique des microglies, et ici, ce gène est spécifique de ces macrophages, de ces BAM. Donc on va pouvoir marquer ces cellules différemment et inactiver surtout dans différents types cellulaires certains gènes essentiels pour les rôles des microglies, soit dans les microglies, soit dans les macrophages. Donc pour conclure, quelques voies et puis on va dire des sorties ou des activités des microglies qui vont être très différentes et qui vont pouvoir aboutir à la stabilisation ou pas du nombre de cellules ou du nombre de synapses par sécrétion ou par phagocytose. Donc, ce qu'on verra vraiment la semaine prochaine, c'est comment, dans quel contexte est-ce que ces microglies agissent, et en particulier le rôle essentiel de l'activité neuronale dans l'interaction des microglies avec les neurones. On verra également d'autres fonctions microgliales, et notamment le contexte du développement et du vieillissement, où on a d'autres activités qu'on commence à découvrir, ce qui montre que ces cellules sont vraiment au-delà d'un couteau suisse, des cellules qui ont une contribution multiple et diverse à la construction, à l'homéostasie et à la pathologie cérébrale. Et enfin, une tentative pour essayer de commencer à relier justement les états microgliaux avec les fonctions. Dans quel contexte est-ce que ces cellules sont capables d'agir sur les synapses et sur le nombre de neurones, et quelles sont leurs fonctions in vivo, puisque quand on regarde, elles ont vraiment la capacité d'agir de manière très large, aussi bien en promouvant, en maintenant qu'en éliminant des neurones, des cellules gliales ou différentes synapses. Voilà, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui, et je vous donne rendez-vous au prochain cours donc pour regarder le dialogue entre microglies et l'activité neuronale, les cas particuliers du développement et du vieillissement, et un exemple d'interaction avec des cellules gliales dans le contexte de la myélinisation. Bonsoir.